Bonjour à tous, c'est Nina Grubeau, très contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo où nous verrons ensemble les 5 étapes pour préparer et réussir au mieux votre audit Calliope, qu'on soit en audit initial, de surveillance ou encore de renouvellement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis experte en formation professionnelle, auditrice Calliope pour 2 organismes certificateurs et également consultante stratégique depuis 2011. Commençons. La première étape, lorsque vous préparez votre audit Calliope, va être de comprendre le RNQ, le référentiel national qualité. Il m'a semblé quand même important de commencer par ça, parce que vous devez vous poser les 3 grandes questions. Quels sont les indicateurs qui s'appliquent à votre structure? Rappelez-vous, les 32 indicateurs ne s'appliquent pas forcément à vous. Les 32 indicateurs s'appliquent à vous si vous êtes un CFA. Si vous êtes un bilan de compétences, il y en a beaucoup moins. Si vous ne faites que des bilans de compétences, vous en avez beaucoup moins. Même chose pour les VAE. Par contre, pour les actions de formation, vous en avez un petit peu plus. Mais lorsque vous descendez le référentiel, vous voyez de façon très précise, juste à côté de indicateurs communs, si l'indicateur s'applique ou pas à votre structure. Si vous ne voyez pas, par exemple, entre parenthèses, bilan de compétences ou entre parenthèses VAE, cela ne s'applique pas à vous. Deuxième question importante, quelles sont les obligations spécifiques qui s'appliquent à votre activité? Si vous êtes nouvel entrant, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore remis un bilan pédagogique et financier, le fameux BPF, au moment où vous réalisez l'audit, vous êtes nouvel entrant et là, il y a certains indicateurs qui sont très spécifiques pour vous. Si vous avez des formations qui sont inscrites au RNCP, même chose, il y a des obligations spécifiques au sein de certains indicateurs. Et justement, quel est le résultat qui est attendu pour chaque indicateur applicable? Rappelez-vous, c'est vraiment important de se rappeler, vous êtes jugé sur le résultat et non pas sur les moyens. C'est vraiment important parce que c'est ça en fait qui fait la différence d'un organisme à un autre. C'est pas parce que certains passent par des enquêtes de satisfaction papier que vous avez l'obligation de passer par des enquêtes de satisfaction papier. C'est le résultat, c'est-à-dire la collecte d'appréciation qui est attendue. Nous allons prendre un exemple très concret pour illustrer tout ça. Nous prendrons l'exemple de l'indicateur numéro 1. Pour cet indicateur, vous verrez, vous avez une exigence commune et des obligations spécifiques. Très bien, on arrive au critère 1, informer le public. Donc précisément, que dit le référentiel? Il dit les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats attendus. Moi, je vais les transformer en informer le public, mais c'est un petit peu plus long. Donc, ce critère 1 sur l'information du public se compose de 3 indicateurs. Quand on parle de public, on parle ici de tout, vous voyez, de façon générale, les prospects, les personnes qui ne sont pas encore clientes chez vous, qui souhaitent juste avoir une information. Commençons avec notre indicateur numéro 1. Donc, nous avons précisément notre critère, les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus. Ça porte vraiment sur l'entrée en formation et la capacité de l'organisme à adapter son offre par rapport aux besoins du client. Notre indicateur, voici ce qu'il dit. Il dit que le prestataire, donc vous diffusez une information accessible au public. Cette information doit être détaillée, vérifiable sur les prestations proposées. Et pour cela, tous les items suivants doivent apparaître. Les prérequis. Qu'est-ce que le prérequis? Ce sont les informations préalables ou indispensables pour bénéficier d'une prestation déterminée. L'absence de prérequis doit être mentionnée. Donc, sur vos programmes de formation, prérequis apparaît nécessairement. Ce n'est pas une option. Et rappelez-vous, on est dans un indicateur commun. Donc, qu'on soit VAE, CBC,
OF ou CFA, prérequis pour tout le monde. Objectif, attention, attention, sur l'énoncé de l'objectif, c'est là où on a souvent des objectifs un petit peu farfelus. Objectif veut dire énoncer des aptitudes et compétences visées et évaluables qui seront acquises au cours de la prestation. Un objectif qui dit, par exemple, on va ressentir l'énergie. Alors, je dis ça sur un ton euh, un peu ésotérique, un peu marabout, on va dire. Mais ce n'est pas un objectif. Un objectif, on doit avoir des aptitudes et des énoncés. Et je ne peux que vous renvoyer vers la taxonomie de Bloom revisitée. Révisée, pardon, revisitée, révisée. Et je vais vous mettre aussi au-dessous de cette vidéo le lien vers la taxonomie de Bloom révisée. C'est important d'avoir un objectif parce qu'on le verra. La partie évaluable sera revue dans les indicateurs suivants. Aptitude, d'ailleurs, j'avais complètement zappé que j'ai même apporté la précision sur le mot aptitude, capacité d'appliquer un savoir et d'utiliser un savoir-faire pour réaliser des tâches et résoudre des problèmes. Et compétence, c'est la capacité avérée de mettre en œuvre des savoirs, des savoir-faire et des dispositions personnelles. Donc, des savoir-faire, j'ai oublié un S, faites attention, ça fait mal aux yeux, mais il y a bien un S. Des dispositions personnelles, sociales ou méthodologiques dans des situations de travail ou d'études-formation pour le développement professionnel ou personnel. Donc, assurez-vous, s'il vous plaît, que vos objectifs sont bien des énoncés, des aptitudes et compétences. Et si vous avez un doute, taxonomie de Bloom, révisez. La durée peut être exprimée en heures ou en jours. Elle peut être également forfaitisée ou estimée. Là, vraiment, sur la durée, c'est vous qui vous donnez une information. Attention, sur la FOAD, il sera important de préciser la durée estimée du temps de travail. Les modalités et délais d'accès, c'est-à-dire quand je commence un processus d'inscription, quelles sont les modalités d'accès? Comment je peux faire pour m'inscrire? Et une fois que j'ai entamé le processus d'inscription, quel est le délai d'accès à la formation? Soit vous avez la possibilité de faire un calendrier de formation, et là c'est super, on a le délai d'accès sur le calendrier de formation, mais la formation elle commence le 16 août, le 15 janvier, enfin, peu importe, c'est noté dessus. Soit vous n'avez pas de calendrier de formation et vous ne souhaitez pas faire de calendrier de formation, il faudrait préciser que au moment où vous débutez l'inscription, un délai de 48 heures, 2 semaines, 3 semaines, etc. Est nécessaire pour débuter la formation. Moi, ce que je vous préconise, c'est de préciser un délai d'accès à partir du moment où l'inscription est validée. Et c'est vous qui déterminez qu'est-ce qu'une inscription validée. Est-ce qu'une inscription validée, ça veut dire dès lors qu'on reçoit la compte, ou est-ce qu'une inscription validée veut dire que dès lors qu'on reçoit tous les documents administratifs ou la réponse de l'OPCO? De toute façon, pour l'OPCO, il vous faut d'ores et déjà définir une date de début. Donc, voilà. Le tarif, c'est-à-dire la prestation, le prix de la prestation ou les conditions tarifaires, pardon, qui peuvent être forfaitaires, mais les conditions tarifaires. Les contacts, les méthodes mobilisées. Alors, contact, quand on envoie un programme, généralement, en pied de page, on a l'adresse mail, le numéro de téléphone, etc. Donc, c'est suffisant. Souvent aussi, on envoie par mail. Donc, dans le mail, si vous avez une signature de mail avec vos coordonnées, cela suffit également. Méthode mobilisée, c'est les modalités pédagogiques et ou moyens et ou outils utilisés pour mener à bien la prestation dispensée. C'est-à-dire, là, soyez un petit peu plus expressif que de dire que la formation a lieu en présentiel ou en distanciel. Si la formation a lieu en présentiel, quelles sont les méthodes pédagogiques qui vont être précisées, qui vont être demandées? Si pour cette formation présentielle, on a besoin d'outils informatiques, il faut le préciser également. Si vous faites une formation qui serait plus technique, avec des chaussures de sécurité nécessaires ou un casque de chantier, voilà. Méthode mobilisée veut dire modalité pédagogique, moyens, outils.
Modalités d'évaluation, et là, ce sont les moyens mobilisés pour mesurer, à l'aide de critères objectifs, les acquis du bénéficiaire en cours et ou à la fin de la prestation. On n'a pas nécessairement, ici, on ne dit pas qu'il faut obligatoirement que l'évaluation ait lieu en fin de formation. Et attention, l'évaluation de satisfaction, le questionnaire de satisfaction, n'est pas une évaluation de formation. Ici, on est bien sur des critères objectifs des acquis. Et assurez-vous, on va le voir précisément tout à l'heure, mais assurez-vous que euh, l'évaluation que vous proposez est en lien direct avec les objectifs. Pas de trucs un petit peu biscornus, farfelus, pardon. Et aussi, ces évaluations peuvent très bien être en cours de la prestation. Et puis, en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, c'est les conditions d'accueil, d'accès et de sécurisation des parcours de formation des publics en situation de handicap, que ce soit dans les locaux, dans l'adaptation et des moyens de la prestation. Si vous êtes dans le cas où vous n'avez jamais reçu de personnes en situation de handicap, alors, la probabilité que vous en ayez déjà reçu, et si vous existez, si votre structure existe depuis un petit moment, est assez élevée, c'est juste que ces personnes n'ont pas ressenti la nécessité de vous dire, ben voilà le handicap que j'ai, et euh, parce que leur handicap ne leur permettait de suivre votre formation telle qu'elle. Donc ici, on peut, dans ce cas-là, juste préciser que vous acceptez les personnes en situation d'handicap, mais sous condition, parce que sous condition, c'est en condition en fonction de l'handicap, mais qu'un entretien préalable est nécessaire avec vous avant le processus d'inscription. Pourquoi? Vous faites une formation très technique, avec chariot élévateur, etc. et tout. Quelqu'un qui souhaite suivre cette formation et se trouve en fauteuil roulant, vous voyez tout de suite que c'est beaucoup plus complexe et que cela peut nécessiter des adaptations beaucoup plus lourdes que quelqu'un qui souffre de temps en temps, enfin qui a un handicap avec un mal de dos chronique ou des maux de tête chroniques, enfin voilà. Donc, il est nécessaire ici, pour l'accessibilité aux personnes en situation d'handicap, de demander au préalable de vous rencontrer, de faire un entretien avant d'entamer le processus d'inscription. Qu'est-ce qu'on demande ici? Le niveau attendu pour cet indicateur, c'est que l'information doit être accessible. Donc, soit site internet, soit catalogue d'information, programme de formation, que vous envoyez par mail à la demande, ça passe également, pas nécessairement besoin d'un site internet. Vous pouvez aussi utiliser vos réseaux sociaux, mettre quelques informations sur votre réseau social, vos réseaux sociaux, et par mail envoyer le programme qui va être exhaustif, c'est-à-dire que toutes, donc accessible, voilà, exhaustif, c'est-à-dire que tous les items qu'on a vus précédemment apparaissent obligatoirement sur la prestation, c'est-à-dire sur son contenu et l'intégralité des items mentionnés. Et bien sûr, cette information doit être à jour. En audit, qu'est-ce qui va se passer? L'auditeur va vous demander, ça se passe par échantillonnage, hein, rappelez-vous, pour ceux qui ne le savent pas, l'audit se passe toujours par échantillonnage d'actions réalisées. Donc, vous allez présenter le programme de l'action en question, et bon, que l'auditeur s'assure que l'information a bien été mise à jour, il va aller sur votre site internet si vous en avez un, il va voir s'il y a une différence. Et s'il y a une différence, c'est probablement parce que l'information qui est sur le site a été mise à jour, forcément, après la formation qui a été réalisée. Donc, une précision aussi qui a été apportée par le référentiel, c'est que l'information est diffusée en amont de la contractualisation, et ce, quel que soit le moyen, site internet, proposition commerciale, plaquette, diffusion partielle sur un réseau social, puis complétée via une proposition. Et c'est pour cela que, voilà, je vous montre un exemple concret qui est sur l'art de former des adultes. Je vous montre l'exemple de notre catalogue de formation
notre catalogue de formation qui est sur alors pour ceux que ça intéresse, notre catalogue est sur Canva, uniquement sur Canva. On n'a pas de version papier, tout simplement parce que pour le coup, pour les mises à jour, on met les mises à jour directement en ligne sur Canva. Comme ça, un seul endroit. Et c'est beaucoup plus facile pour mettre à jour notre support. Donc, pour l'exemple que je vous montre, c'est celui, je reviens en arrière, je vais aller trop vite, c'est celui de notre programme qui s'appelle l'art de former des adultes. Donc voici comment nous avons défini nos objectifs pédagogiques. On a 3 grands objectifs, mais qui ne sont pas des objectifs, ceux qui sont en gras, mais ce ne sont pas des objectifs selon la taxonomie de Bloom révisée. Mais on les a quand même laissés pour faciliter la lecture. 1. Concevoir des formations impactantes en présentiel et ou distanciel. 2. Animer des formations en présentiel et en distanciel et engager les apprenants. Et 3. Intégrer certaines exigences de la certification Calliope dans son art de former des adultes. Et au-dessous de chacun de ces thèmes, voici les objectifs. À l'issue de la formation, vous serez capable, donc je suis sur le premier, de concevoir et de développer des programmes de formation impactantes, adaptés au contexte présentiel et ou distanciel, ouais, je vois une faute de frappe, en intégrant des stratégies pédagogiques innovantes et des outils d'intelligence artificielle comme assistants pédagogiques, d'évaluer l'efficacité des programmes de formation conçus en utilisant des critères et des méthodes d'évaluation appropriées, appliquer des techniques de conception pédagogique pour élaborer des activités et des ressources engageantes en utilisant des outils d'IA pour personnaliser l'apprentissage et fournir un feedback instantané. Et voilà, pour chacun des thèmes, au-dessous de ces thèmes, on a défini des objectifs pédagogiques selon la taxonomie de Bloom révisée. Ensuite, il faut que je réduise. OK. On a rajouté, là c'est pour notre lecture qui est plus une partie, c'est plus marketing que Calliope, le public concerné. Ce programme s'applique à tous les formateurs expérimentés ou débutants, quel que soit son statut, qu'il soit salarié, indépendant ou en cours de constitution. Prérequis obligatoire, aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre le programme. Toutefois, il faut une réelle motivation de vouloir impacter durablement ses stagiaires. 8 modules de formation, 7 heures de cours en vidéo, 3 séances de coaching individuel, environ 2 heures de travail personnel par semaine, 60 heures vidéo pour se former, 40 exercices pratiques, 50 fiches ressources en PDF et un accès à vie à la plateforme du formateur. Un petit détail sur le programme. Et ensuite, on arrive sur les modalités pédagogiques. Présentation en vidéo et texte, exercice d'application, études de cas et quiz. Modalité technique, donc là, étant donné que c'est de la FOAD, j'ai été un peu plus précise. Donc sur les modalités pédagogiques, les modalités, c'était une volonté de ma part de distinguer. Les modalités techniques, pour ça, il faut un ordinateur ou encore une tablette, mais une bonne connexion Internet et une application type Acrobat Reader pour sont indispensables. Modalité de suivi des stagiaires. La plateforme permet un suivi en temps réel de l'activité du stagiaire et le stagiaire peut engager avec son formateur lors des séances de consultation ou poser des questions directement dans l'espace réservé. Et les modalités d'évaluation finale, on a une évaluation continue des acquis, il y a des quiz, des études de cas et ou des exercices d'application à chaque module. Je poursuis. Page suivante. La validation. Donc la validation est en 3 niveaux pour ce programme. On a le niveau 1 où on a une attestation de formation. Donc là, il suffit de réaliser les quiz, les exercices d'application qui permettent de progresser dans le parcours de formation, donc nécessairement. Donc quand tout le monde a fini, quand la personne a terminé son parcours, donc elle a son attestation de formation. Le niveau 2
on arrive à un certificat technicien formateur d'adultes et pour cela, il faut participer dans le forum et en privilégiant, bien sûr, de partager son expérience, mais d'aider les autres. Et le niveau 3 est un certificat de réussite maître formateur d'adultes. Et là, on a fait l'intégralité et on a surtout réalisé les études de cas. Et la félicitation, on a le niveau 3, maître formateur d'adultes. Les modalités et délais d'accès, 48 heures maximum entre la validation de l'inscription et le lien d'accès à la plateforme. Dans les faits, c'est plutôt quelques minutes, mais comme il est déjà arrivé d'avoir un dysfonctionnement technique, donc on préfère mettre 48 heures. Formation accessible à tous, sous réserve d'outils adaptés pour les non-voyants et les malentendants. Donc, on doit nous contacter au préalable pour tester les équipements que la personne possède avec notre plateforme. Donc, pourquoi vous? Vous n'allez pas suivre une... Pourquoi nous, hein, pardon, pas pourquoi vous, mais pourquoi nous? Vous n'allez pas suivre une formation, simplement suivre une formation, vous allez intégrer une communauté de formateurs bienveillants dont l'objectif est de devenir des catalyseurs de changement pour leurs apprenants. Vous allez avoir un accès à vie à aux différents modules de formation et donc aux mises à jour. Vous allez aussi avoir un accès à vie à la plateforme de formateurs dès la fin de votre parcours de formation et vous allez y retrouver toutes les ressources vues ainsi que les actualités réglementaires et pédagogiques. Tout cela a une valeur de 697 €. Ce montant n'est pas un montant fixe à vie, puisque plus il y a des mises à jour, plus les choses s'étoffent, mais forcément ce prix évolue également. Nos résultats, donc là avec nos indicateurs de résultats qui a été mis à jour en 31 décembre 2023, ça fait partie de l'indicateur numéro 2. Donc on a des indicateurs par action et si vous avez des questions, contactez-nous. Donc la personne peut cliquer directement dessus sur le mot «Contactez-nous» pour pouvoir, nous joindre ou bien, comme vous l'avez vu, en pied de page, on a notre adresse mail et c'est une habitude, une ancienne habitude que nous avons conservée, c'est les dates de mise à jour, mais sur la V9, ce n'est plus obligatoire. On demande par contre que les éléments soient à jour, mais quand on a des supports papier et un outil type, enfin on a un site internet et cetera, j'avoue quand même que les dates de mise à jour restent très, très pertinentes pour s'assurer qu'on est toujours, en tout cas le jour de l'audit notamment et quand on envoie aussi des documents, qu'on ait toujours la dernière version. Et on a rajouté une dernière page qui est sur notre politique d'accessibilité. Cette information est aussi sur notre site internet, mais on a jugé utile de le reprendre. C'est que les formations d'acquises sont accessibles à tout type d'handicap. Pour les handicaps type visuel, en fait, on a essayé de recenser, mais c'est difficile de recenser tous les handicaps parce qu'un grand nombre d'handicaps, c'est nombreux. Donc, par catégorie, donc on a pris la catégorie visuelle, auditif, moteur, cognitif et psychique. Et pour chacune de ces catégories, par exemple visuelle, c'est cécité et malvoyance, sous réserve que la personne dispose de l'équipement approprié. Auditif, pour la surdité et la malentendance, sous réserve que la personne dispose de l'équipement approprié également. Pour les handicaps moteurs, donc mobilité réduite, difficulté de manipulation, on n'a aucune difficulté pour suivre nos formations. Le stagiaire avance en fait à son rythme, puisque c'est de la FOAD. Cognitif, troubles d'apprentissage, troubles de l'attention, dyslexie, aucune difficulté pour suivre nos formations puisque, encore une fois, il avance à son rythme. Et psychique, anxiété, dépression, encore une fois, pas de difficulté puisque l'apprenant avance à son rythme. Nous disposons d'une plateforme d'e-learning et d'applications de visioconférence telles que Schoolmaker, YouTube, Zoom, Google Meet, tous compatibles avec des lecteurs d'écran, le sous-titrage automatique pour les vidéos YouTube. Nous avons fait le choix d'intégrer toutes les vidéos comme celles que vous êtes en train de regarder sur YouTube, ce qui permet que pour les personnes malvoyantes, elles peuvent activer le
sous-titrage, je vais y arriver, le sous-titrage de nos vidéos. L'effort en fait que ça nous a demandé, en tout cas particulièrement ça m'a demandé, c'est que dorénavant, entre mes premières vidéos et les vidéos actuelles, je dois parler un peu plus lentement, articuler un peu plus pour que le sous-titrage automatique de YouTube ne puisse pas faire trop d'erreurs. Les formats des documents de la formation sont des vidéos, PDF, Word, PNG et JPEG. Les stagiaires doivent avoir les équipements appropriés en fonction de leur handicap. Si cela n'est pas encore le cas, nous pouvons orienter vers des organismes compétents pour l'aide à la sélection et ou encore le financement des équipements nécessaires. De plus, notre assistance technique permet de collaborer avec le vendeur de l'équipement sélectionné pour assurer la compatibilité avec nos outils. Pour toute demande d'information complémentaire, vous pouvez contacter notre référent handicap, en l'occurrence moi, avec mon adresse mail et ou par WhatsApp. Le délai de réponse est d'environ 48 heures, jour ouvré. Voilà, voici ce que contient notre programme de formation avec l'ensemble des items. Acquise fait partie des indicateurs communs. On arrive maintenant à l'obligation spécifique du bilan de compétences. CBC, Centre de bilan de compétences. Et là, c'est relativement simple dans le sens où il n'y a pas de prérequis. C'est tout pareil que l'exigence commune, mais on n'a pas de prérequis. Les prérequis n'ont pas à être mentionnés. Ensuite, autre point spécifique par rapport au bilan de compétences, c'est que on doit voir clairement apparaître un support. Donc, ça peut être le site internet, le contrat, peu importe, mais qui rappelle le cadre légal et réglementaire du bilan de compétences, ses objectifs et son financement. Très bien, on arrive à la validation d'acquis de l'expérience avec ses obligations spécifiques pour l'indicateur 1. Tout est pareil, les mêmes items doivent apparaître. À cela, on va rajouter 2 éléments complémentaires. Les contraintes de la démarche, notamment les modalités d'instruction et de faisabilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Il s'agit ici de formaliser un processus à suivre pour effectuer une demande d'éligibilité. Ces éléments doivent apparaître dans les informations transmises au public. Et pour les VAE qui conduisent à un diplôme de l'éducation nationale, on fait apparaître les modalités de l'étude personnalisée. Dans le cas de la sous-traitance, pour notre indicateur numéro 1, c'est la prestation qui va être échantillonnée au cours de l'audit. C'est une prestation pour laquelle vous intervenez en qualité de sous-traitant. L'indicateur 1 ne s'applique pas à vous, car cette information doit être réalisée par le donneur d'ordre. Si vous êtes le donneur d'ordre, assurez-vous que dans votre contrat de prestation que vous avez fait avec vos intervenants, cette information, l'information spécifique à l'indicateur 1, apparaît. C'est-à-dire, vous pouvez éventuellement faire un tableau avec rôle et responsabilité de chacun dans votre contrat de prestation, dans lequel clairement apparaît que c'est vous, en tant que donneur d'ordre, qui diffusez le programme de formation, où l'information est disponible sur le site internet. Quoi qu'il en soit, si lors de cet audit, vous êtes sous-traitant, l'indicateur 1 ne s'applique pas à vous. Deuxième étape, réaliser un diagnostic interne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous allez prendre le référentiel, bien lister tous les indicateurs qui s'appliquent à vous avec les obligations spécifiques et vous allez notifier dans un tableau de plan d'action quelles sont les actions précises que vous devez faire pour pouvoir arriver à un tableau, un plan d'action avec action, deadline éventuellement, responsable si vous êtes plusieurs dans votre structure et éventuellement vous pouvez rajouter aussi le ou les documents qui doivent être modifiés ou mis à jour ou encore créés. Vous avez la possibilité de vous faire accompagner. Au sein d'Acquise, nous proposons l'audit blanc stratégique qui, à l'issue de cet audit blanc
Calliope stratégique, vous recevrez entre autres un plan d'action, un peu sur le format que vous avez juste sous les yeux, mais qui va beaucoup plus loin. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo vers cette prestation d'audit blanc stratégique. Troisième étape, formaliser et documenter vos différents process. Et pour cela, je vais vous demander de vous inspirer, je dis bien inspirer, c'est pas systématiquement du copier-coller, inspirez-vous des types de preuves qui sont attendues dans le RNQ, dans le référentiel national qualité. D'ailleurs, pour être sûr qu'au moment où vous regardez cette vidéo et que vous avez passé l'audit, que vous ayez toujours la dernière version de ce fameux RNQ, je vais vous mettre le lien vers le site du ministère pour être sûr que quand vous allez cliquer dessus, peu importe au moment où vous regarderez cette vidéo, vous aurez toujours la dernière version du référentiel. Là où je vous demande votre attention, quitte à faire pause et à noter, soyez très vigilants sur les supports de communication que vous allez transmettre, l'analyse des besoins, le process de positionnement, la gestion des demandes d'appréciation ainsi que des relances, la gestion des réclamations, l'adaptation pour les PSH, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap. Il n'est pas autorisé par la loi de dire, parce que ce serait de la discrimination, je ne reçois pas les handicapés. C'est pas possible. Il peut avoir des activités où une aptitude médicale est obligatoire et la personne peut être inapte et donc on pourrait considérer que cet organisme n'a pas à se préoccuper des PSH. C'est faux. Parce que quand vous prenez quelqu'un en formation qui est au moment où elle débute la formation, elle est apte. Elle peut avoir un accident de la vie. Elle peut se retrouver en fauteuil roulant ou en béquille pour une durée limitée. Qu'est-ce que vous allez faire pendant cette durée limitée? Vous n'allez pas dire à la personne, ben basta, tu peux plus suivre la formation et on attend que tu sois guéri pour revenir. Non. Vous allez forcément adapter. Et donc, du coup, l'adaptation pour les PSH s'applique à tous. Ou encore la sous-traitance. Ce sont quelques points que j'ai repris rapidement pour que vous soyez vigilants parce que c'est source de très nombreuses non-conformités. Ensuite, former et impliquer les équipes. Alors, même si vous travaillez seul, restez. Ne passez pas au chapitre suivant. Cela, ça concerne, donc je vais directement à la deuxième partie, cela concerne tout le monde. Donc, le dirigeant, cela concerne les collaborateurs et intervenants administratifs, mais aussi l'informateur, qu'il soit interne ou externe. Présentez les exigences du référentiel Calliope, présentez les exigences qualité de votre structure, parce que vous pouvez décider, pour des raisons stratégiques, pour des raisons de croissance, d'aller au-delà de ce que demande Calliope. Vous devez présenter comment vous avez organisé vos process, que ce soit en termes de gestion des réclamations, etc., à vos intervenants, par exemple, ou encore, et c'est extrêmement important parce que ça fait l'objet de 2 indicateurs dans le RNQ, le maintien et le développement des compétences, que ce soit des prestataires externes, que ce soit des collaborateurs en interne, vous devez prouver que vous avez fait le nécessaire pour maintenir et développer les compétences. Cela ne veut pas dire, et je mets tout de suite le bémol dessus, que vous avez l'obligation de former vos intervenants externes. Cela veut dire que vous devez prouver, donc c'est à vous. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes jugé sur le résultat, pas sur les moyens que vous allez mettre en œuvre. Ensuite, organisez les éléments de preuve. L'audit se déroule par échantillonnage. Rappelez-vous toujours de ça, ça se déroule par échantillonnage. Donc, par conséquent, je vous propose, pas une obligation, mais je vous propose d'organiser vos dossiers par prestation, par exemple action de formation, VAE, bilan de compétences, ou encore formation d'alternance, par année, puis par apprenant ou bénéficiaire. Vous allez vous retrouver beaucoup plus facilement. Le jour de l'audit, mes recommandations sont les suivantes. Répondez aux questions de manière claire et démonstrative. Commencez toujours par expliquer votre process. Le process, voilà, voici le process que nous avons décidé de mettre en place. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Et ensuite, vous apportez les éléments de preuve. Commencez toujours process, éléments de preuve, process, éléments de preuve. Ne pensez pas
que l'auditeur pourra juste se contenter d'une explication du process. Il lui faut forcément les éléments de preuve par rapport à l'échantillon. Et ça peut arriver que quelquefois l'échantillon, si on est resté sur un seul échantillon, ce qui est très peu, enfin ça peut arriver, oui, qu'il n'y a pas l'élément de preuve par oubli ou parce que ça date de avant la mise à jour de votre système, présentez un élément de preuve qui prouve que vous avez mis à jour votre système. Demandez à l'auditeur de reformuler sa question si vous ne l'avez pas compris. Un petit bonus que j'avais prévu pour vous, anticiper les points sensibles. C'est super important. En cas de doute sur la compréhension du résultat attendu par un indicateur, posez la question à l'organisme certificateur que vous avez sélectionné si vous n'avez pas fait le choix de passer par un consultant. C'est possible, c'est important et d'ailleurs, c'est un des points que je recommande de vérifier avant de signer avec un organisme certificateur. Certains organismes certificateurs font régulièrement des webinaires pour présenter des évolutions réglementaires, pour répondre à des questions d'ailleurs très précises de certaines personnes qui ne sont pas forcément leurs clients sur la compréhension de tel ou tel indicateur. Ça peut être aussi un élément pour vous dire, bon, je vais choisir cet organisme certificateur par rapport à celui-ci parce que il est dans une démarche proactive. Et surtout, rester en veille sur les mises à jour réglementaires. C'est pour cela qu'on vous a préparé une checklist pour préparer votre audit. Vous pourrez la télécharger directement après cette vidéo. Vous avez le lien juste en dessous. Cette checklist va vous permettre de préparer aussi bien votre audit initial que votre audit de surveillance ou de renouvellement. Encore un point de vigilance pour tous ceux qui préparent l'audit de surveillance, mais en particulier ceux qui préparent l'audit de renouvellement. Ne pensez surtout pas que parce que vous avez eu aucune, par exemple, non-conformité en audit à l'audit précédent, que vous en aurez pas au prochain audit. Probablement que le référentiel a été mis à jour, probablement également que l'auditeur, donc l'organisme certificateur, a eu des précisions du COFRAC sur la compréhension de tel et tel indicateur, sur les résultats attendus et les éléments de preuve qui peuvent être acceptés pour tel ou tel indicateur. Et donc, par conséquent, ce qui avait fonctionné l'audit précédent ne pourra pas fonctionner à l'audit de renouvellement. Et comment faire pour ne pas tomber dans le piège? C'est de rester en veille et de poser, si nécessaire, les questions à votre organisme certificateur ou encore à votre consultant, à celui qui vous accompagne ou qui vous a accompagné. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'étais très contente de vous retrouver et j'espère vous retrouver très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À très bientôt.